Houlin d'Afraf. On va commencer par Yutet Amud Bet à la Mishnah. Ashohet minat sedadin shehitato keshera. Hamolek minat sedadin melikato pesula. Cette Mishnah va mettre en relief les différences nombreuses, diverses et variées qu'il y a entre Melika et Shechita. Jusqu'ici, on a parlé de Shechita. C'est l'abattage rituel. C'est applicable pas uniquement aux animaux, mais même aux oiseaux. La volaille doit être shechitée avant d'être consommée. Mais c'est uniquement par rapport à une volaille qui est houlin, qui est profane, que l'on veut manger. Mais lorsqu'il s'agit d'une volaille qui est korban, comme la Torah nous parle de shnetorim, shetetorim ou shne beneyona, les deux tourterelles ou les colombes. Il y en a un qui sera korban ola, l'autre sera korban hatat. Comment est-ce qu'on sacrifie la volaille? On sacrifie sur le misbéach. Mais comment se fait l'abattage? L'abattage se fait avec melika, non pas avec shechita. Dans le Beth Amikdash même, jamais on ne prenait un couteau pour faire la shechita sur le cou de la bête. Jamais. On ne faisait que melika. Je parle de la volaille. Je ne parle que de volaille. On faisait melika. C'est-à-dire, le Kohen allait laisser pousser l'ongle de son pouce et il allait l'enfoncer dans le cou de la bête, dans la nuque de la bête. Il enfonçait jusqu'à rompre la colonne vertébrale, jusqu'à rompre les simanim. Un siman pour hatat, 2 simanim pour ola. Alors ça s'appelle melika. Maintenant, la Mishnah va nous dire où se situe l'emplacement pour la shechita et où se situe l'emplacement pour la melika. Ha-shohet minat sedadin shechitato keshera. Ha-molek minat sedadin melikato pesula. C'est-à-dire, il y a dans le cou de la bête 4 côtés. Derrière, la nuque. Devant, le cou. Et ensuite, les 2 côtés. La shechita doit se faire en posant le couteau sur le cou de la volaille. La melika se fait par la nuque. Le Kohen doit enfoncer l'ongle de son pouce à l'intérieur de la nuque de la volaille. Maintenant, qu'en est-il des côtés? Est-ce que la shechita, en faisant passer le couteau par le côté, et ensuite, du côté, on arrive au simanim, est-ce que ce serait valable? Ou bien la melika, si le Kohen, pour le korban du Rof, Ola et Hatat, il enfonçait son ongle sur le côté du cou, est-ce que ce serait kasher? Alors là, on a ici une différence claire présentée par la Mishnah. La Mishnah nous dit que la shechita peut se faire de 3 côtés, sur le cou et sur les tzedadin, sur les côtés. Mais pas à l'arrière, pas dans la nuque. Si on prend un couteau de shechita et on commence à couper le coq ou la poule par la nuque, eh bien on l'a rendu une nevela. Ce n'est pas kasher. La bête n'est pas kasher. Mais melika, c'est que dans la nuque. Il n'y a pas 4 côtés, il n'y a que la nuque. Je répète, melika, c'est que par l'arrière, shechita, 3 côtés. Ha-shohet minat tzedadin, shechitato keshera, ha-molek minat tzedadin, melikato pesula. Alors évidemment, je dirais en préambule, âme sensible, s'abstenir. Ça veut dire que les gens qui imaginent l'ongle
du pouce du Kohen s'enfoncer dans la nuque de la volaille et d'aller jusqu'au siman et de rompre le siman, ils ont des frissons. Je les comprends. Mais nous, on est des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. On ne se pose pas de questions. Si c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a dit de faire, on fait comme ça. L'angle de quelle main? C'est précisé dans la Torah, droite ou gauche? Droite. C'est bizarre quand même, parce que toute la shrita normale, c'est pour ne pas atteindre la colonne vertébrale, pour ne pas faire souffrir l'animal. Parce que si ça atteint la colonne vertébrale, il va souffrir. Et le côté, c'est brèche. Qui est-ce qui vous a dit que c'est ça la raison? Moi, c'est ce qu'on m'a toujours expliqué. Si ça ne touche pas la colonne vertébrale, quand on fait la shrita, ça ne doit pas toucher la colonne vertébrale, sinon l'animal souffre. Mais non. Si Akadosh Baruch Hu nous avait dit de faire autrement, on aurait fait autrement. Ça, ce sont des explications philosophiques que l'on donne après. Une fois qu'on a la mitzvah de Shrita, alors on nous dit, certainement cette raison aussi, on en fait partie. Mais dans la halacha, cette raison n'est pas rapportée. Cette raison, elle est philosophique et n'est pas halachique. Mais l'Icar, là, il est fait comestible, et Korban, ou c'est pas comestible? Si, Korban Hatat était mangé par les Kohanim. Oh là, est entièrement consumé. Oui. Il en faisait beaucoup? Beaucoup. J'ai compté à peu près 300. Je rigole. J'étais pas dans le Beth Amikdash pour voir combien il en a fait. Mais c'était... Hein? La Melika pour les pauvres, qui n'avait pas une grosse bête, avec un oiseau ou un truc. C'est-à-dire que la Torah nous dit que le Hani, c'est lui qui apporte en général des volailles, parce qu'il n'a pas d'argent pour acheter des bêtes. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas retirer les plumes, il ne faut pas réduire encore plus le volume de la volaille pour que le Hani, le pauvre, il ait l'impression qu'il a apporté quelque chose de significatif qui prend de la place dans le Mizbeach. En tout cas, on va se focaliser sur la halacha et on laisse de côté tout ce qui est sentimental. La Melika par rapport à la Shrita. Quelle est la différence? C'est que la Shrita, 3 côtés, devant et sur les 2 côtés, tandis que la Melika, c'est uniquement à l'arrière. Ashohet mina oref, shehitato pesula. Amolek mina oref, melikato keshera. Quelqu'un qui a fait melika, quelqu'un qui a fait shhita en prenant le couteau, et le couteau il a fait passer où? À l'arrière, sur la nuque de la volaille. Est-ce que la shhita est bonne? Non. Pas bonne. Ashohet mina oref, c'est quoi oref? La nuque. Shehitato pesula, sa shhita n'est pas valable. Hamolek mina oref, mais s'il a fait melika, c'est-à-dire il a enfoncé l'ongle dans la nuque, melikato keshera, c'est justement cela la manière de faire. C'est comme ça qu'on fait une melika. La Mishnah continue et nous dit Ashohet minat savar, shehitato keshera. Celui qui fait shehita sur le cou, eh bien c'est kasher. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Par contre, savar, c'est le cou. C'est devant. C'est pas la nuque. Le cou, c'est la gorge devant. La nuque, c'est derrière la gorge, derrière le cou. Ashohet minat savar, shehitato keshera. Hamolek minat savar, melikato pesula. Donc quelqu'un qui ferait melika dans le Beth Amikdash en enfonçant son ongle dans le cou de la bête, pas dans la nuque, à l'arrière, dans le postérieur, mais plutôt devant, à l'avant, eh bien, ça c'est une melika qui rend la bête psula. Elle n'est pas cachère. Car la melika doit se faire comment? Mimul orpo. Encore. La Mishnah conclut en disant Shekol ha'oref kasher limlika bechol hatzavar kasher lishchita nimtza kasher bashchita pasul bamelika kasher bamelika pasul bashchita. Elle nous donne le principe en nous disant que la nuque, toute la surface de la nuque est apte à faire l'opération
qui s'appelle Melika, le Kohen va enfoncer son ongle, Chol Hatzavar Kasher Lishchita. Et toute cette partie qui s'appelle le cou, donc c'est l'avant du cou, pas l'arrière du cou, c'est pas la nuque, c'est la gorge, eh bien, c'est kasher pour la shrita. Donc, nimtza, kasher b'shrita pasul b'mnika, kasher b'mnika pasul b'shrita. Donc, c'est clair, l'emplacement qui est kasher pour la shrita, c'est un emplacement qui n'est pas kasher pour la mnika. Et l'inverse est également vrai, ce qui est kasher pour la mnika n'est pas kasher pour la shrita. Quelqu'un qui mettrait le couteau de shrita sur la nuque de la volaille et il couperait comme ça, il va décapiter la volaille, eh bien, ce n'est pas kasher. Fin de la Mishnah. La Gemara demande, Maï Oref, tu m'as parlé de Oref, j'ai traduit la nuque. J'ai traduit la nuque pour vous simplifier la compréhension de la Mishnah. Mais vous devez vous mettre en amont. Et imaginez-vous que vous ne savez pas c'est quoi la traduction du mot Oref. Vous dites Elima Oref Mamash, Maïria Shohet, Afilu Molek Nami, Mul Orpo Amarahamana, Velo Orpo. Et la Maï Oref, Mimul Oref, Kedekatane Sefa, Kol Oref Kacher Lamlika. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Oref, traduction littérale, c'est quoi? Vous allez me dire c'est la nuque. Ça ne peut pas être la nuque. C'est l'arrière de quelque chose. Pourquoi ça ne peut pas être la nuque? Parce que dans le passouk, il est écrit ou malak mimul orpo. Je vous lis. Vevi otam el kohen vekri vetacher la hatat rishona ou malak et rosho mimul orpo velo yavdil. C'est-à-dire que quand tu apportais les deux colombes ou les deux tourterelles, le kohen allait faire la mnika d'abord du korban hatat, de la volaille qui est hatat, ensuite la volaille qui est rola. C'est que la différence entre eux, c'est que pour rola il est mavdil, il va séparer la tête du corps au niveau des simanim, donc il faut couper les deux simanim, tandis que pour la melika de la volaille, du hatat, il n'a pas besoin de rompre les deux simanim. Un seul siman est rompu, mais la tête reste rattachée au corps de la volaille par le biais du deuxième siman. Il va couper soit la trachée, soit l'œsophage. Pas besoin de couper les deux. Ça, c'est au niveau du hatat. Et la Torah, quand elle nous parle de la melika, à ce propos, elle nous dit « Umalak mimul orpo » en face du oref. Ce qui veut dire que dans la melika ne se fait pas dans le oref. Elle se fait mimul oref. Or, la Mishnah, quand elle a dit Molek, Mina Oref, Melikato Keshera, ça veut dire quoi? Oref. Molek, Mina Oref, Melikato Keshera, mais c'est pas possible. La Torah te dit que la Melika se fait Moula Oref, en face du Oref, pas dans le Oref. Alors, c'est quoi Oref? Et c'est quoi en face du Oref? Hein? En fait, le Oref, comme on va le voir là dans quelques secondes, Menahanemile, regardez la suite de la Gemara, et après on fera marche arrière. Menahanemile des Tanour Abanan, Mimul Orpo, Mul Haroet Oref, Vechenu Omer, Vehu Yoshev Mimuli, Vechenu Omer, Kipanu Elai Oref, Velopanim. Qu'est-ce que ça veut dire? La traduction de Oref, c'est ce qui est en face du visage. Panu elai Oref velopanim. Quand Akadosh Baruch Hu se lamente en disant à Am Israël, au lieu de me présenter son visage, il me présente l'arrière de son visage, c'est-à-dire il me tourne le dos, il me tourne la tête. Quelqu'un qui montre à l'autre qui n'est pas intéressé à converser avec lui, eh bien il lui tourne le dos. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui montre? Au lieu de lui montrer son visage rayonnant, il lui montre l'arrière du visage. C'est le Oref. Donc Oref, c'est la partie du crâne qui est juste en face du visage. Donc c'est derrière la tête.
on a le visage et on a derrière la tête. Ça, c'est le Oref. Alors la Mélika, elle se fait où? Derrière la tête? Pas du tout. La Mélika se fait dans la nuque. La nuque, c'est où? C'est en dessous, la tête. La nuque, c'est sous la tête. C'est en face du cou. La nuque, c'est en face du cou. C'est pas en face du visage. Alors, comment ça s'appelle? La nuque en hébreu, ça s'appelle Moul Oref. En face du Oref. Le Oref, il est en haut. Et la nuque est en face de l'arrière de la tête. Et où est-ce qu'on retrouve que Moul, ça veut dire en face? Comme Balak a dit à Bil'am, à propos du peuple juif. Il a dit, Vehu Yoshev Mimouli. Il est là en face de moi. Je le vois. Je vois le peuple juif. Donc lorsqu'on a deux éléments qui se voient, qui ont un regard mutuel, ça s'appelle Zemulze. L'un est en face de l'autre. Eh bien, en effet, c'est vrai qu'on n'est pas un à côté de l'autre au niveau de la nuque. La nuque n'est pas à côté de l'arrière de la tête. La tête, elle est en haut. La nuque, elle est en bas. Mais tout de même, ça s'appelle moule. Pourquoi? Parce qu'ils se voient. Étant donné qu'ils sont sur dans le même prolongement, au même niveau, c'est-à-dire ils sont un en face de l'autre, eh bien, ils se voient. Mais moule orpo. Voilà. Ou malak, mi moule orpo. Donc il faut comprendre une chose, c'est que le lachon de la Mishnah, c'est un lachon hachamim. Ça ne correspond pas au lachon de la Torah. Les hachamim ont abrégé. Ça veut dire qu'ils ont emprunté un raccourci. Au lieu de dire Amolek, mimoul oref, ils ont dit Amolek est à oref. Mais en réalité, le oref n'est pas cachère. Car le vrai oref, c'est l'arrière du visage. C'est déjà au niveau du crâne. Et là-bas, on n'a pas le droit de faire Mélika. La Mélika doit se faire au niveau de la nuque, en dessous de la tête. Donc quand on nous dit Oref dans la Mishnah, ça correspond à Mimoul Oref de la Torah. Relisons s'il vous plaît la Gemara depuis le début. Maï Oref, c'est quoi un Oref? Elima Oref Mamash, est-ce que c'est vraiment l'arrière de la tête? Maï Iria Shohet, Afilu Molek Nami. Pourquoi tu me dis à Shohet, celui qui fait Shrita dans le Oref, c'est pas cachère? Mais même Mélika dans le Oref, ce n'est pas cachère. Enfoncer l'ongle dans la tête de la tourterelle ou de la colombe, c'est pas cachère. Alors pourquoi tu m'as disqualifié que la Shrita dans le Oref? Pourquoi? Puisque la Torah dit Mimoul Orpo Amarahamana Velo Orpo. La Torah a dit Mimoul en face du Oref et pas le Oref lui-même. Et la Maï Oref, Mimoul Oref. C'est quoi la Kavana de la Mishnah quand elle a dit Oref? Elle voulait dire Moul Oref. Seulement elle a raccourci. Kedekatane Sefa, Kol HaOref Kacher Limlika. Et d'où la Gemara déduit qu'en effet c'est vrai, que quand la Mishnah dit Oref, elle fait allusion à la nuque et non pas à la tête. Il dit parce que la Mishnah nous dit Kol HaOref Kacher Limlika. Toute la surface du Oref, c'est Kacher pour la Mélika. Quand tu dis Kol, ça veut dire que tu parles d'une longue surface, une grande surface. Mais s'il s'agit de la tête, l'arrière de la tête de la tourterelle, l'arrière de la tête de la colombe, c'est tellement petit. Qu'est-ce que tu me dis? Waouh, Kol. Comme si tu parlais d'une grande surface. On n'est pas dans une grande surface. Dans le cou il est plus long, je peux comprendre. Et en effet, ça confirme cette traduction. Que ici, Oref veut dire en fait, Mimoul Oref, c'est la nuque qui est en bas de la tête, de l'arrière de la tête. Mais, je répète, Menahanemile de Tanoura Banan, Mimoul Orpo, Moul Aroet Oref, Pechenu Omer Vo Yoshev Mimouli, Ve Omer, Kipanu Elai Oref Velo Panim. Alors la Gemara demande Maï Ve Omer. Pourquoi est-ce que la Baraita avait besoin de citer le dernier pasouk? Que Akadosh Baruch Hu se plaint en disant Kipanu Elai Oref Velo Panim. Le peuple juif m'a présenté le postérieur, l'arrière de la tête et non pas devant. Alors, pourquoi avait-on besoin de ce pasouk? Une fois qu'on a déjà cité le pasouk de Bil'am, de Balak, qui a dit Veu Yoshev Memouli, eh bien on a compris que Moul, c'est en face.
Donc, moul orpo, c'est en face du oref. Maïve Omer. Réponse. Vechitema oref goufé lo yad'inan hecha. Deneda moul dide hecha. Tashma kipanu elay oref velopanim. Miklal de oref lahade panim. Il dit, on était obligé de citer l'autre verset, celui de Kipanu Elay Oref Velopanim, afin de situer le Oref. Car, c'est vrai, la Mélika doit se faire où? Dans une surface qui s'appelle Moul Oref, en face du Oref. Mais il faut déjà définir c'est quoi le Oref. Si tu ne m'as pas désigné le Oref, comment saurais-je c'est quoi Moul Oref? Voilà la raison pour laquelle il a fallu apporter et citer encore ce pasouk pour nous dire Pano Elay Oref Velopanim. Akshbaruch il se lamente en disant ils m'ont présenté le Oref et pas le visage. Ce qui veut dire que le Oref c'est le contraire du visage. C'est à l'opposé. Donc si le visage c'est devant et le Oref c'est derrière, ça veut dire que Oref c'est juste l'arrière de la tête. Et donc, si je sais c'est quoi l'arrière de la tête, je sais maintenant qu'est-ce que c'est que Moul Oref, c'est la nuque. C'est bien le texte par cœur. Quand Dieu montre l'arrière de sa famille, c'est les mêmes mots. Non, là-bas c'est Veraïta et Ahoraï. Là-bas c'est beaucoup plus simple. Tu vois l'arrière. L'arrière, donc c'est tout. Tout ce qui est arrière. Très bien, on a terminé un sujet. La Gemara maintenant va nous citer un enseignement des enfants de Rabbi Chia, qui eux vont nous donner une précision par rapport à la Mélika. Amré Bene Rabbi Chia, les enfants de Rabbi Chia qui étaient des grands tzadikim. Il y avait un fils qui s'appelait Hizkia et un fils qui s'appelait Yehuda. Et ces deux enfants, c'était des super tzadikim. Quelle est la preuve? Exactement. Au moment où Rabbeinu Akadosh avait vu Eliyahu Navi, il lui a dit pourquoi tu as tardé? Il lui a dit parce que j'ai fait faire Netilat Yadayim à Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais chacun séparément, respectivement. Il lui a dit pourquoi tu ne les fais pas ensemble? Il dit parce que s'ils prient ensemble, ils vont déclencher la Géoula. Et Akadosh a décidé que ce n'est pas encore le moment. Alors, ils vont même faire Triyat HaMetim. Là, Rabbeinu Akadosh en profite pour lui dire est-ce qu'il y a dans cette génération des gens qui sont équivalents et qui égaux au Avot Akadoshim? Il a dit oui, il y en a. C'est Rabbi Chia ou Banav. Alors Rabbeinu Akadosh, il a demandé à Rabbi Chia et ses enfants d'être Shliach Tzibur. Et ils se sont mis à faire la tfila. Et là, dès qu'ils ont dit Mashiva Ruach, le vent souffle. Ils vont dire Morid Ageshem, la pluie tombe. Avant qu'ils n'arrivent à Mechaye Ametim, Akshbaruch a envoyé un ours de feu qui les a perturbés. Et à ce moment-là, ils ont vu qu'ils n'arrivaient même plus à terminer la bracha. Et Rabbeinu Akadosh a compris qu'on ne peut pas forcer les choses. On ne peut pas bousculer et amener la Géoula avant que Akshbaruch l'ait décidé. Il a quand même essayé. On doit tout faire pour déclencher, mais pas de forcing. Amré Bene Rabbi Chia, les enfants de Rabbi Chia nous ont enseigné une halakha à propos de la Melika. Mitzvat Melika, Mahzir Simanim, Leachore Haoref, Umolek. Aïe 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 aïe, Ikade Amré, Af Mahzir, Veikade Amré, Mahzir Davka. Qu'est-ce que c'est? Lorsque vous prenez une volaille dans la main, mais prenez avec l'extrémité de vos doigts, vous touchez le cou, la gorge. Vous allez ressentir la trachée et l'œsophage. Eh bien, vous pouvez à ce moment-là, avec le bout de vos doigts, tenir, pincer un petit peu ces deux conduits ou l'un des deux, et les tirer vers l'arrière. Vous tirez le siman ou les simanim, vous les tirez, et ensuite vous les poussez vers la nuque. De manière, puisque c'est comme élastique, puisque ces conduits sont élastiques, vous les poussez vers l'arrière. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire?
on peut imaginer une Mélika qui se fait de cette manière. On a décrit tout à l'heure la Mélika que faisait le Kohen dans le Beth Amikdash pour les volailles qui étaient sacrifiées. Il allait enfoncer l'ongle du pouce dans la nuque de la bête, rompre la nuque, c'est-à-dire la colonne vertébrale, et également rompre et couper le siman ou simanim. Si c'est Ola, c'est les deux simanim, si c'est Hatat, un seul siman. Maintenant, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on va tirer les simanim vers l'arrière, et on va à ce moment-là d'abord rompre les simanim, et ensuite rompre la colonne vertébrale, ce qu'on appelle la mifreket. La mifreket. Alors, les enfants de Rabbi Hiya ont dit que c'est comme ça qu'on fait la Mélika. C'est comme ça qu'on fait la Mélika. Alors, on a deux pirouchim. Ce qui veut dire que, d'après les enfants de Rabbi Hiya, ce n'est que comme ça qu'on fait la Mélika. Elle ne peut pas se faire autrement. Tu n'as pas le droit de laisser les simanim à leur place et de commencer par rompre la colonne vertébrale et ensuite rompre les simanim. Ça, ce n'est pas cachère. Pour eux, ce n'est que comme ça qu'on fait la Mélika. Il faut commencer par les simanim. Deuxième shita, c'est que non, c'est af mahzir. C'est quoi af? C'est aussi une possibilité. La Mélika peut se faire de deux façons. Soit à l'endroit, soit à l'envers. À l'endroit, c'est-à-dire, tu enfonces l'ongle dans la nuque et tu vas d'abord rompre l'os de la colonne vertébrale, et ensuite, tu parviens au simanim et tu vas les rompre également. C'est une façon. Mais tu n'es pas obligé de faire comme ça. Tu peux aussi faire la Mélika différemment. Tu tires les simanim vers l'arrière, tu vas commencer par rompre les simanim et ensuite rompre la mifreket. C'est aussi possible. Dans la Shita, les simanim, souvent. Hein? Dans la Shita, les simanim, surtout pour les pigeons, les simanim, pas souvent derrière. Je vais bien les tenir vers l'autre. Mais oui, parce qu'ils sont séparés pour les pigeons, complètement séparés. Il faut les Pourquoi ça c'est un simanim et Les pigeons, c'est plus dur que pour les autres. Ah oui. Oui. Ils sont séparés, mais... Oui, alors juste encore, juste un détail. Je retire ce que j'ai dit qu'il va d'abord rompre les simanim et ensuite rompre la mifreket. Lorsqu'il fait de cette manière, c'est-à-dire d'abord les simanim, alors il ne fera que les simanim. Ça veut dire que si il faut simplement qu'il fasse ça par l'arrière, pas par devant. Mais en général, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait une mélika, la mélika on fait par l'arrière, mais on arrive de la mifreket, on arrive au simanim. Le but, c'est d'arriver au simanim. Mais si tu atteins le but directement en mettant les simanim à l'arrière, eh bien, tu n'as pas besoin de casser la colonne vertébrale. Comme ça dit Rashi. Rashi dit Mahzir asimanim vechotech asimanim levadan. Levadan. Ou bien Af Mahzir mitzvato limlok shidra ou mifreket kula techila ad shemagia la simanim. Avalim yachzir asimanim ou mlakam levadan zoi mitzvatan. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on va dire de faire le médical? Dans ce cas-là, on peut me dire, fais directement la chrita avec ton angle devant, puis c'est tout. C'est pour atteindre simanim. C'est pour ces simanim. Donc, à partir de là, il n'y a pas que les simanim, certainement tu dois avoir une autre raison, c'est de partir par le. Vous posez une très bonne question, mais la réponse c'est que c'est comme ça que Xerata Katuvak, il veut que la Mélika se fasse par l'arrière de la bête. Maintenant, comment tu vas faire? Soit tu enfonces directement naturellement l'ongle dans la nuque et de là tu parviens au simanim, soit tu rapproches les simanim et ça suffit de les couper à eux tout seuls. Tu n'as pas besoin de couper, de rompre la colonne vertébrale. Maintenant, si vous faites à l'envers et vous enfoncez l'ongle directement dans le cou, la Mishnah dit clairement que ce n'est pas cachère. Donc il faut que la boîte ait été complètement. Ça passe par l'arrière. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'aller jusque là. Pourquoi vous êtes passé là-bas? Vous avez dévié là. Inutile. Vous êtes dans la question. Est-ce que vous avez posé une très bonne question? Puisque finalement le but c'est les simanim, est-ce qu'on pourrait enfoncer donc directement
longue dans le cou pour rompre les simanim? Réponse non. Parce qu'il faut faire cette opération de par la nuque de la volaille et pas par le cou de la volaille, pas par la gorge. C'est tout. C'est à partir d'où je fais ça. Et bien que on n'ait pas besoin de rompre la mifreket. Donc les enfants de derrière, tu fais les simanim par derrière. Exactement. Et tu fais pas, tu rompes pas. Exactement. Voilà. La Gemara dit d'ailleurs, Mistabra keman de amar af mahzir. Mimai, midekatane ashohet mina oref, shehitato pesula. Amolek mina oref, menikato keshera. D'où la Gemara va amener une preuve que cette deuxième version est la bonne. À savoir que les deux formules sont cachères. On peut faire Melika naturellement par le Oref, et on peut faire Melika en tirant d'abord les simanim vers l'arrière et en rompant les simanim tout seul. D'où la Gemara déduit que les deux formules sont bonnes. Parce que la Mishnah, elle dit Ashohet mina oref shehidato psula. Amolek mina oref minakato kshera. Quand elle a mis ce contraste, elle a mis la shhita et la melika en contraste, elle a dit shhita mina oref, shhita par la nuque is not good. Si tu fais passer le couteau dans la nuque, c'est pas bon. Mais melika dans la nuque, c'est bon. D'accord? La Gemara maintenant fait l'analyse suivante. Regardez Dafraf. Ve'i salka da'atar mahzir davka ma'irya molek afilu shohet nami. El alav shma mina af mahzir umatnitin bedelo ahdar. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique la chose suivante. Il dit comme ça. Isal kadatar mahzir davka umatnitin de katane melika kshera beshehzir kamaire de ilo yahzir psula shohet amay psula maishna oref mitzdadin el alav shma mina af mahzir kaamre umatnitin bedelo ahdar velo avia matnitin lo tuftahu velo siatahu. C'est-à-dire, quand tu dis Hamolek mina oref kasher, la shohet mina oref lo kasher. Excuse me, si toute melika ne peut se faire que comme ça, à savoir que tu tires les simanim vers l'arrière, alors pourquoi la shhita ne serait pas kasher? Mais même une shhita par l'arrière pourrait être kasher. Car quel est le but de la shrita? C'est de couper les simanim. Qu'est-ce que ça te change si les simanim, tu les as tirés de ce côté ou de ce côté? Là, tu ne peux pas me dire que c'est Xerat HaKatuv de faire la shrita d'Afka sur le cou. À propos de la Melika, il y a une Xerat HaKatuv. Ça veut dire le Passouk lui-même me dit que c'est comme ça et pas autrement. Comment? Oref. Mimoul orpo. Ou malak mimoul orpo. Donc, je suis obligé de m'y tenir. Je dois m'y tenir. La Torah m'a demandé, je fais. Je fais quoi? Ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oref. Mais au niveau de la shrita, du off, est-ce qu'elle m'a donné un emplacement précis d'Afka sur le cou? Non. Elle t'a dit simplement, coupe les simanim. Comment tu vas couper les simanim? Eh bien, ça dépend là où tu veux. Prends le couteau, tu coupes les simanim. Normalement, en posant sur le cou, tu couperas d'abord les simanim. C'est plus pratique. Mais si par exemple tu as envie de mettre minat zdadim, tu prends le couteau, tu le mets sur les côtés. On a déjà vu dans la Mishnah que c'est kasher. Alors si c'est kasher sur les côtés, ce serait kasher même à l'arrière. Si tu arrives à tirer les deux conduits, les simanim, tu les mets à l'arrière, tu fais la shrita derrière avec le couteau, ma'abaya. Il y a intérêt ou pas intérêt, ça ne change pas, kasher ou pas kasher. Halachiquement. Je répète. Si cette personne veut faire des acrobaties, il veut nous montrer ce qu'il est capable de faire. Il te tire les simanim, et il te les met dans la nuque, et il fait la shrita là-bas. Il a rompu les simanim. Kasher ou pas kasher? Bien sûr que c'est kasher. Alors comment tu m'as dit Hamolek mina oref kasher, hashohet mina oref lo kasher? Si tu me disais que la Melika ne peut se faire que comme ça, en tirant les simanim à l'arrière, comment tu as mis en relief ce contraste en disant Melika par le cou c'est kasher, shrita par le cou c'est pas kasher? C'est pas vrai? C'est kasher, shrita, même par le cou.
dans la mesure où tu fais une shrita comme une melika, c'est-à-dire que tu tires les simanim à l'arrière, alors la shrita elle est cachère. Pourquoi tu me dis pas cachère? Donc on est obligé de dire que les enfants de Rabria, quand ils ont dit que la melika peut se faire même en tirant les simanim, et à ce moment-là tu coupes les simanim, ça suffit, tu n'as pas besoin de rompre aussi la nuque, de rompre aussi la mifreket, eh bien ça ils l'ont dit comme alternative, pas comme exclusivité. Il n'y a pas que cette manière de faire. Ça aussi, mais pas que ça. Ça veut dire la melika peut se faire même en tirant les simanim à l'arrière, mais pas uniquement comme ça. Et donc maintenant, puisqu'il y a deux formules, tu as compris que la Mishnah, quand elle t'a dit « Amolek minaroref kacher »,« Ashochet minaroref lo kacher », on parle de Molek comment? Lo ahdar simanim. Il n'a pas retourné les simanim à l'arrière. Il a fait melika normal. D'abord mifreket et ensuite simanim. D'abord il a rompu l'os et ensuite les simanim. Et là, par rapport à ça, on te dit melika c'est kacher, shechita comme ça, une shechita comme celle-là n'est pas kacher. Tu coupes avec le couteau la nuque, c'est pas bon. Comment aujourd'hui, dans les abattoirs, comment par exemple, on tue les poulets? Aujourd'hui, c'est très simple, on fait normalement, c'est-à-dire le couteau posé sur le cou. Et quand il est posé sur le cou, on a immédiatement les deux simanim, on a la trachée ou l'œsophage, et un seul siman suffit. Donc la shrita, c'est bon ou pas alors? Tu tires les simanim par derrière et tu coupes. Ça, c'est sûr que c'est bon. Shrita. Shrita, c'est sûr que c'est bon. Parce que tu as coupé les simanim. Et d'où on le sait que c'est bon? Tu vois que Shrita minatzidadim, c'est kasher. D'ailleurs, à ce propos, Shrita minatzidadim, que la Mishnah a dit kasher, il y a une mahloket entre les Rishonim, à savoir, est-ce que c'est kasher les chatrila ou dafka bedi'avad? C'est-à-dire que certains disent que même les chatrila, tu peux le faire. Mais le Ran dit qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce que tu risques d'abîmer ton couteau. Imaginons, pas seulement tu abîmes ton couteau, excusez-moi, pas seulement que tu abîmes ton couteau, tu vas rendre la bête d'abord nevela. Comment? Si ton couteau, avant d'avoir coupé le siman, il a d'abord touché la mifreket, il a cassé la mifreket, alors il peut rendre la behema nevela, et même si tu n'as pas cassé la mifreket, mais ton couteau il s'est abîmé, et quand tu vas couper avec ton couteau les simanim, après que le couteau il a touché l'os, maintenant il est déjà abîmé, il a une pegima, et donc tu vas te retrouver avec un mauvais couteau au moment où tu as coupé les simanim. C'est pour ça qu'il dit, ça c'est bedi'avad kasher, mais pas les chatrila. Il faut éviter de courir des risques quand tu fais un geste de shrita. C'est tellement délicat. Mais tous les stadies plus assurés pour la volaille. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on a parlé hier que si on en partait de côté sur le coup de la vache et tout ça, on risquait de rendre un truc très fin et ainsi de suite. Donc on a vu que le côté de la shrita de la bête. Ça dépend où est-ce que vous faites rentrer, comment vous faites rentrer le couteau. Si le couteau, vous faites rentrer la pointe et vous rentrez par en dessous, au milieu du cou, et que donc vous coupez de bas en haut, ça s'appelle halada, comme une belette qui pénètre les trous, ça c'est assourd. Mais si vous posez le couteau sur le cou, seulement vous le prenez en déviation, c'est-à-dire vous le mettez sur le côté, il n'y a pas de problème. Le couteau n'a pas besoin d'être posé horizontalement. Il peut être posé sur le cou, même verticalement, et vous coupez les simanim. On parlait du couteau, ça qu'il soit comme ça ou comme ça, et du moment que la lame du couteau, elle est... Bravo. Exactement. Très très bien. Maintenant, la Gemara va nous citer une objection de Rabbi Yanaï qu'il adresse aux enfants de Rabbi Chia. Amar Rabbi Yanaï, Yekablu Haruvin et Shuvatan. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yanaï, il appelle les deux enfants de Rabbi Chia, il les appelle les Roubines. C'est quoi les Rouvines? Qui est-ce qui sait pourquoi les chérubins s'appellent Kérouvim? Parce qu'en araméen, Ravia, c'est un enfant. Kérouvim, c'est comme des enfants. Le visage des chérubins, c'est comme des enfants. Alors, Rouvin, c'est des enfants. Rabbi Yanaï, il appelle les deux enfants de Rabbi Chia, il appelle
des enfants, des jeunes, les jeunes. Amar Rabbi Yana yekablu arovin et shuvatan. Je vais leur adresser mon objection à partir de notre Mishnah. Je vais leur démontrer qu'ils n'ont pas raison. De katane nimtza kasher bishrita pasul bimlika. Kasher bimlika pasul bishrita. Les maout emai. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yana, il nous dit, quel est le sens de la fin de la Mishnah? La fin de la Mishnah, c'était une conclusion qui paraît inutile. Nimtza kasher bishrita, pasul bimlika. Le geste qui est kasher pour la shrita, ce geste-là n'est pas kasher pour la melika. C'est-à-dire, si tu fais melika sur le cou, sur la gorge, c'est pas bon. La shrita sur le cou, oui, mais la melika, pas bon. Kasher bimlika, pasul bishrita. C'est quoi kasher bimlika, pasul bishrita? Melika dans le cou, c'est bon. Shrita dans le... non. Melika dans la nuque, c'est bon. Shrita dans la nuque, pas bon. C'est la fin de la Mishnah. Les maotemai. Qu'est-ce que la Mishnah veut nous enseigner? Mais ça, c'est évident. Ça découle de tous les enseignements précédents de la Mishnah. On a l'impression que la Mishnah est en train de nous donner un principe, après nous avoir donné les détails. Ou bien tu me donnes le principe, ça me suffit, ou bien tu me donnes les détails, ça me suffit. Mais tu n'as pas besoin de donner et les détails et un principe. Parce que des détails que tu m'as enseignés découle automatiquement le principe. Il y a forcément un enseignement sous-jacent. Lequel? Lav le maoute mahzir simanim le ahore ahoref delo. Ah, nimtza kasher bimlika pasul bishrita. J'ai compris ce que ça veut dire. Le contraire, la première phrase. Nimtza kasher bishrita pasul bimlika. Tu veux savoir c'est quoi? Kasher bishrita pasul bimlika. Quel est le din si j'ai tiré les simanim du devant à l'arrière? Et j'ai fait quoi? Shrita. Kasher? Oui. Eh bien la Mishnah te dit, ça, c'est kasher que pour la shrita. Mais ce n'est pas kasher pour la melika. Là, il y a un enseignement de la Mishnah qui va à l'encontre de l'enseignement de qui? Des enfants de Rabbi Chia. Alors c'est ce qu'il dit Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï dit, ah, là j'ai posé une colle. J'ai posé une colle aux enfants. Il appelle les jeunes, les enfants de Rabbi Chia. Il dit, voilà, je leur ai posé une colle. Notre Mishnah, qui a conclu avec un principe. A priori, cette règle générale que nous donne la Mishnah, c'est uniquement pour exclure le hiddush des enfants de Rabbi Chia. Parce que sinon, je ne vois pas quel est le hiddush sous-jacent. Eh bien, Rabba Bar Hana va y répondre. Amar Rabba Bar Hana, lo les maouté shen vetziporen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il se peut que la kavana de la Mishnah, quand elle a dit qu'on peut faire kasher bashrita pasul bamelika, ce que la Mishnah a voulu dire kasher bamelika pasul bashrita, c'est pour exclure l'ongle pour la shrita. C'est pour nous dire que si on fait une shrita avec l'ongle, c'est pas bon. Et c'est ça ce que la Mishnah dit. Kasher bamlika pasul bashrita. Répétons. Kasher bamelika, c'est avec l'ongle que la melika se fait. Pasul bashrita, c'est que si tu as fait une shrita avec ton ongle, pas bon. Qu'est-ce qui peut me dire pourquoi pas bon? Qu'est-ce qui se rappelle? L'arrière, ça pouvait se faire qu'avec l'ongle. Non, je pose la question. Pourquoi une shrita avec l'ongle n'est pas cachée? Elle fait partie d'un corps. Bien. C'est qu'on avait appris que ça s'appelle mehouberet. La problématique, c'est que l'ongle n'est pas détaché du corps, il est rattaché au corps, et c'est exactement comme pour mehoubar la karka. Comme un roseau qui est rattaché au sol. Même si j'ai réussi à aiguiser le roseau, mais étant donné qu'il est rattaché au sol, mehoubar la karka, ce n'est pas caché. D'accord? Ou bien une pierre tranchante qui sort du mur. Pareil.
Ça a été d'après Rabbeinu Akadosh qui disait... Qu'est-ce qu'il disait Rabbeinu Akadosh? Que Mehoubar, ce n'est pas bon. Alors la Gemara dit Shen vetziporen behedia katanelehu. Shen vetziporen behedia katanelehu. Si c'est l'exclusion du chêne, parce que l'ongle est encore attaché au corps, comme un roseau qui est rattaché au sol, qui est disqualifié pour la shrita, et c'est cela l'enseignement allusif de la Mishnah, ça s'écrit mefourash. Shen vetziporen behedia katanelehu. On l'a déjà appris dans la Mishnah précédente. Qui est-ce qui se rappelle comment c'était écrit? À Shochet, comment c'était écrit là-bas? Que Magal Katsir, Megera, Shen, Tziporen, tout ça c'était disqualifié. Alors, t'as pas besoin de me l'enseigner ici par allusion, alors que tu me l'as déjà enseigné explicitement. Donc c'est pas ça. Et là, Marabir Mia, les Maoute Molich ou Mevi. Il est fort possible que la Mishnah ait fait allusion à un enseignement précis. Lequel? C'est que la Melika ne peut pas se faire comme la Shrita. La Shrita, elle se fait comment? Molich ou Mevi. Aller-retour. Mais la Melika, elle se fait comment? Drissa. Tu enfonces l'ongle dans la nuque et tu vas rompre la nuque. Eh bien, quel est le din si le Kohen, il décide de faire le mouvement de Shrita pour la Melika? Ça veut dire qu'il joue avec son pouce. Il joue avec son ongle. Tac, 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 tac. Et avec son ongle, il a réussi à couper la nuque. Mais pas en enfonçant l'ongle comme une sorte de drissa, en écrasant avec son ongle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sous forme de shrita. Molich ou mevi. Droite-gauche, jusqu'à ce qu'il ait rompu la nuque. Eh bien, ça, ce n'est pas bon. Peut-être que c'est ce que la Mishnah veut nous exclure. C'est exactement cela. Qui te dit donc il n'y a pas de question sur les enfants de Rabbi Chia. La Gemara dit Hani haleman de amar molich umevi bimlika pasul et la leman de amar kacher maïka lememar. La Gemara dit ok, j'ai bien compris. Hani haleman de amar molich umevi bimlika pasul et la leman de amar kacher maïka lememar. Ça c'est bien beau. Si tu présumes qu'en effet, halachiquement parlant, une Melika qui s'est faite avec un mouvement de va-et-vient, droite-gauche, eh bien, ce n'est pas bon. Tu me dis que c'est ça l'allusion de la Mishnah. Mais d'après celui qui dit que c'est cachère, en effet, on a le droit de faire Melika en faisant un mouvement droite et gauche jusqu'à ce qu'on ait rompu la nuque avec l'ongle. Le Kohen, il a le droit de faire Molich ou Mevi. Alors la Mishnah n'est pas venue exclure ce mouvement. La Gemara répond Bene Rabbi Chia Savrila Keman de Amar Molich ou Mevi Bamelika Pasoul. La Gemara dit c'est vrai que c'est une mahloquette. J'en conviens. Mais maintenant tu veux poser une kouchia sur les enfants de Rabbi Chia. Cette kouchia n'en est pas une. Parce que tu peux dire que eux, personnellement, leur shita, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas le droit d'être molich ou mevi bamelika. Et par conséquent, c'est exactement l'enseignement allusif de la Mishnah. Quand la Mishnah a conclu avec un principe en te disant kasher bashechita pasul bamelika, de quoi elle parle? Elle ne parle pas de l'emplacement. Elle parle du mouvement. Le mouvement qui est requis pour la shrita, c'est molich ou mevi. Eh bien, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pour la melika. Puisque eux pensent ainsi, eh bien, il n'y a plus de kushia sur eux. La kushia qu'a posée Rabbi Yannai aux enfants de Rabbi Chia a été joliment répondue. Et maintenant... Les enfants, ils ont dit shochet, ils emploient le mot shochet, non pas melika. Quand ils disent ici de Rashi, Veika de Amri, Tivta de Katani à shochet mina oref. C'est très bizarre. Ils parlent de shochet mina oref, ils ne parlent pas de melika. Alors, donc ils ont ramené à l'arrière, ils ont fait shrita. Je vois que vous n'avez pas le texte sous les yeux. Relisez. Le Rashi? Non, pas Rashi. Relisez les paroles des enfants de Rabbi Chia. 4 lignes avant la fin de la Gemara. Bene Rabbi Chia.
Je suis en train de chercher. C'est vers la fin de la ligne, 4e avant-dernière ligne. Bener Rabbi Chia. Dans Yutet Amudbet. Bener Rabbi Chia. Alors, je lis à votre place. Bener Rabbi Chia. Mitzvat Melika. Il ne parle pas de Shrita. Il parle de Mitzvat Melika. Mahzir Simanim le Ahore, Haoref ou Molek. Ikade Amre, Af Mahzir, Veikade Amre, Mahzir Davka. Point. Donc eux, il parle de Melika. Il ne parle pas de Shrita. Ok, les frères et les amis, on poursuit. Maintenant, la Gemara va rentrer dans le vif du sujet de Melika. Amar Rav Kahana, Mitzvat Melika, Kotzetz. Vezohi, Kotzetz veyored, Vezohi mitzvata. Rav Kahana nous dit comment est-ce qu'on fait la Melika. On enfonce l'ongle de son pouce par derrière et on descend, c'est-à-dire qu'on écrase. On écrase avec l'ongle. Vezohi mitzvata, et c'est ça la mitzvah de Melika. Ça va Rabbi Avin le Memar, Kotzetz veyored in, Molich ou Mevilo. Amar le Rabbi Irmia, Kol sheken de Molich ou Mevi bimlika kasher, Umay zohi mitzvata, Ima af zohi mitzvata. Alors au début, Rabbi Avin a cru comprendre des paroles de Rav Kahana quand il a dit mitzvat melika, c'est que kotzetz, veyored, vezohi mitzvata, il a cru zohi mitzvata, c'est que comme ça. C'est que comme ça qu'on fait melika. Que tu écrases avec l'ongle, et pas que tu fais le mouvement du va-et-vient de gauche à droite. Molich ou mevi ba melika pasoul, c'est ce qu'il a cru. Il lui dit pas du tout. Molich ou mevi, kol sheken que c'est kasher. Si déjà Molich ou mevi dans Shrita c'est kasher, Kalvachomer que Molich ou mevi dans Melika, Kalvachomer que c'est kasher. Alors c'est quoi? Kotzetz veyored vezohi mitzvata, afzo hi mitzvata. Même le mouvement d'écrasement avec son ongle, c'est aussi valable. T'es pas obligé de faire Molich ou mevi va-et-vient avec ton pouce. Tu peux être kotzetz veyored. Mais il n'y a pas que ça. Il ne se peut que le pirouche de Rav Kahana, c'est afzo hi mitzvata. Les deux formules sont valables. Encore une halakha à propos de la Melika. Amar Rabbi Irmia Amar Shmuel, kol hakasher bishrita, kenegdo ba'oref kasher ba'melika. La Gemara, maintenant, elle comprend que cette règle-là que Shmuel veut nous enseigner, kol hakasher bishrita, kenegdo ba'oref kasher b'melika. C'est-à-dire que Shmuel veut établir un genre de parallèle par rapport à l'emplacement. Tout ce qui est kasher dans le cou en tant que shrita, juste en face, tout cet endroit-là qui est en face du cou, est kasher dans la nuque pour la melika. D'accord? Alors la Gemara dit, ok, ça veut dire quoi? Ha pasul bishrita, pasul bimlika, les marotemai. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que ce qui est pasoul pour la shrita, c'est-à-dire dans tout ce qui n'est pas kasher dans la shrita, au niveau du cou pour la shrita, ce n'est pas kasher au niveau de la nuque pour la melika. Qu'est-ce que tu veux exclure? Elima le maroté ikur simanim. Si c'est pour nous dire que si jamais il y a eu un siman qui a été ne'ikar, soit la trachée, soit le véchette, l'œsophage, qui se sont détachés de leur origine, puisque le cou il est rattaché à la tête, n'est-ce pas? Donc la trachée et l'œsophage sont rattachés à la tête du rof. Imaginons qu'un des simanim s'est détaché. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'étant donné que maintenant ce siman s'est détaché, il n'est pas kasher ni pour la melika ni pour la shrita. Nachon? Vous entendez? C'est quoi Aikur Simanim? Aikur Simanim. Un siman qui s'est ne'ikar, qui s'est déraciné. Déraciné, ça veut dire que maintenant la trachée ou l'œsophage s'est détaché. Rabotai, je vous pose une question. Combien de simanim faut-il être shohet dans un rof? Un seul. Alors maintenant, s'il y en a eu un qui s'est détaché et maintenant je coupe l'autre. Attends, si c'est détaché, est-ce que l'animal il est pas, c'est bon? Il est pas, non, c'est bon.
Alors, Détaché n'est plus valable. Non, mais on a dit que, attendez, on a dit qu'un siman dans l'autre, ça marche quand l'autre est bien aussi. alors la Gemara dit ici, c'est cela. Il m'a dit, Ikur simanim ve'ataner amivar Yechezkel. En Ikur simanim be'of. Oh là là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a le droit de faire shrita à un off, même si l'un des simanim s'est détaché. Donc, maladie, où il a pris un coup, hein? C'est pas un moum, c'est pas une, ça le rend pas tréfa pour autant. Et donc, si c'est kasher en tant que shrita, en disant en ikur simani baof, le détachement du siman dans un off, ça ne le rend pas tréfa, qu'elle va remettre que c'est valable pour la melika. Alors comment Shmuel a voulu dire a pasul bishrita, pasul bimlika? Qu'est-ce qu'il a voulu exclure? Il a voulu dire que s'il y a eu un siman qui a été nérekar, tu ne peux pas faire ni shrita et ni mlika. C'est pas vrai? Tu peux faire aussi bien melika comme tu peux faire shrita. Comment on a vu? Comment est-ce qu'on a vu? Eh bien, soit on l'a vu après, soit le shohet il est compétent, il a déjà vu des milliers de rofot, il les a déjà touchés, et en touchant, il voit ce qui s'est passé. Ce qu'on appelle un expert. Amar Rav Papa, les marouté rocho. Les marouté rocho, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu ne peux pas faire melika en haut, sur la tête. La Gemara dit rocho, pshita, mimul orpo amarahmana velobe rocho. Tu as besoin de déduire ça de la Mishnah, c'est un pasuk meforash. La Torah elle-même a dit moul orpo. Et c'est pas, donc c'est sûr que c'est pas au niveau de la tête. La Gemara dit maï rocho, shipouy rocho. Ce que Shmuel a voulu exclure, c'est l'occiput. C'est-à-dire ce petit os qui se trouve à l'arrière dans la boîte crânienne qui fait la limite entre le haut et le bas, entre la nuque qui est en bas et la boîte crânienne qui est en haut. Ça s'appelle Shipouy Rocho. C'est à ce niveau-là que commence l'inclinaison du crâne vers la nuque. Ça veut dire que c'est sûr que même ça, c'est pas shoot. Même ça, c'est pas shoot. Pourquoi? Parce que Shipouy Rocho, ça fait partie de la tête, du crâne. Alors, c'est quoi le chidouche? Kegon de nakat, mi Shipouy Rocho, vehigrim, ve'azal, ad de matatatae. Ukderavuna amaravasi, de amaravuna amaravasi, higrim shlish, ve'shahat shne shlish, psula. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va rentrer dans l'histoire de Hagrama qu'on a vu hier. Vous vous rappelez? Quel est le din si quelqu'un a dévié? Au moment de la shrita, il est sorti du domaine qui est imparti à la shrita. Il est monté trop haut, ou il est descendu trop bas. Ça s'appelle Hagrama. Eh bien, on avait vu que si quelqu'un avait commencé une shrita normale, un shlish, 33% du siman, il a fait pas bien. Il a dévié. Il a commencé ailleurs. Pas dévié. Il a commencé ailleurs. Par exemple, au-delà du kovar. Et ensuite, il descend. Après un tiers, il est arrivé au bon endroit. Et il a coupé 2 tiers dans le bon siman, dans le bon endroit. Est-ce que c'est kasher ou pas? On a dit pas kasher. Pourquoi? Parce que le début n'a pas été bien fait. Mais on avait vu toutes sortes de dérotes. Mais cette halakha, d'après Shmuel, c'est psoula. Alors c'est ça ce qu'il nous dit maintenant. Pareil pour la melika. S'il a enfoncé l'ongle en haut, au niveau de l'occiput, et il a appuyé vers le bas. Donc c'est vrai qu'en haut, c'est pas bon. Mais quand tu descends, tu arrives au simanim et tu vas rompre, eh bien en effet, tu aurais pu croire que c'est bon. C'est ça qu'on est venu te dire. Étant donné qu'il a mal commencé, bien qu'il ait bien fini, c'est pasoul. Je répète. Amara papa li marouté rocho. Rocho pshita, mimul orpo amarahmana velo berocho. Maï rocho, shipouy rocho. Le shipouy, c'est-à-dire l'endroit où il y a le shipoua, où on descend de la boîte crânienne vers la nuque.
Kegon de nakat, mishipuy rosho, vehigrim, veazal, ademata tatae. C'est-à-dire qu'il a commencé là où il fallait pas, dans le shipouy roche, et il dévie. Higrim, ça veut dire il a dévié. Et il va vers le bas. Veazal, ademata tatae. Il a enfoncé l'ongle jusqu'à ce qu'il est arrivé tout en bas, et il a rompu les simanim convenablement. Malgré tout, c'est pas kasher. Cette ménika, elle est disqualifiée. Ukde Ravuna Marav Assi, comme Ravuna nous l'a déjà enseigné au nom de Ravassi, de Amaravuna Maravassi, Higrim Shlish, Veshahat Shne Shlish, Psula. S'il a commencé ailleurs, là où il fallait pas commencer la shrita, et ensuite il a dévié, il a été vers là où il fallait, bien qu'il n'ait fait qu'un tiers pas bon et 2 tiers bon, malgré tout, la bête elle est nevela. Pareil pour la melika elle est psula. Maintenant, la Gemara continue à propos de ce qu'on avait appris précédemment concernant le Ikur Simanim. Lorsque un des conduits, soit la trachée, soit l'œsophage, se sont déracinés, se sont déboîtés. Amar les Rava Habere de Rava les Rava Ashi, Adetane Rami Bar Yechezkel, En Ikur Simanim Baof, Lo Amaran Ela Leman de Amar, En Shchita Leof Minatora. אבל למאן דאמר יש חיטה לעוף מן התורה יש עיקור. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une grande mahloket à savoir, est-ce que minatora, la shrita, n'incombe qu'aux animaux, les bêtes, mais pas les oiseaux, les volailles n'ont pas besoin de shrita, que midera banane, il faut la shrita, ou bien non, la shrita du rof, c'est aussi minatora. Alakha le Moshe Misinaï, que le rof, il a besoin de shrita. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est que Alakha le Moshe Misinaï? Pourquoi c'est pas écrit dans le pasuk? Dans le pasuk, c'est écrit Vezavarta kasher tziviticha. Mais là-bas, la Torah, elle parle clairement. Elle parle de Behemoth. Regardez, s'il vous plaît, le premier rachis de la page. Avaleman de Amar yeshchita le'of min Torah. Mais à Torah shenimsera le Moshe be'alpe. De'ainu alacha le Moshe misinai. Ve'Rabbi Amara. De Paliga de Rabbi Lazar be'perek hashochet ikaman daf kafhet. Detania. Rabbi Omer. Vezavarta kasher tziviticha. מלמד שנצטווה משה על הלכות שחיטה בעל פה, ואף על פי שלא כתבו בתורה על הוושת ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב 2 בבהמה. על מה? יש שחיטה לעוף. Ce qui veut dire que, en effet, nous avons halakha le Moshe Misinaï qu'il faut faire shchita au off. Mais d'autres disent que non, il n'y a pas de halakha le Moshe Misinaï qui dit qu'il faut faire la shchita au off. C'est que midera banane. C'est les chachamim qui ont voulu qu'on fasse au off comme on fait à la bête. D'accord? C'est la raison pour laquelle Rami Bar Yechezkel, qui a dit que même si un siman s'est déboîté, soit la trachée, soit l'œsophage, se sont arrachés, se sont déboîtés de la tête de la bête, tu peux encore faire la shrita à ce off et c'est kasher. Pourquoi? Parce que, de toutes les façons, on n'a même pas besoin de shrita. Minatora, il n'y a pas écrit qu'il faut faire shrita au off. Tu me dis, halakha le Moshe Misinaï, Rami Bar Yechezkel n'a pas reçu cette halakha le Moshe Misinaï. Lui, il dit, afilu ikur simanim mutar, parce que Me'ikar a dit, il n'y a pas de mitzvah shrita ba'of minatora. Kisou Yadam, c'est... Ça n'a pas de rapport avec la shrita. Pourquoi? Pourquoi? Avec une balle dans la tête, il y a aussi Kisou Yadam. Pour avoir du dam, c'est pas nécessaire de faire shrita kshera. Non, mais il y a combien il y a autre chose comme tréfot pour la volaille. Alors donc celui qui dit que c'est pas assez détaché, il prend pas les autres tréfot? Non, tréfa c'est une chose. Tréfa c'est une chose, c'est que la bête elle-même était malade depuis le début. Mais là, c'est au moment, comment tu la tues.
Comment tu la tues? Tu n'es pas obligé de la tuer comme ça. Même si, donc, si tu peux même la tuer de cette manière, en shchita le'of min Torah. Voilà pourquoi le Ikur Simanim était autorisé. Alors, Amarle, il lui dit, Adrabba, au contraire, Ifra mistabra. Je vais te dire que c'est juste le contraire qui est logique. Rami Bar Yechezkel, qui a dit que Ikur Simanim n'est pas problématique, que si un des conduits s'est détaché, soit la trachée, soit l'œsophage, ça s'est détaché, le canet ou le véchet, ce Ikur Simanim n'est pas problématique, justement parce qu'il pense que la shrita du Rof, c'est Minatora. Pourquoi? Les man de Amar Yeshrita le Rof Minatora Ika le Memar de Achi Agmere de En Ikur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu me dis que c'est Halakha le Moshe Misinaï, il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il faut faire la shrita pour le Rof, pour les volailles. C'est Halakha le Moshe Misinaï. Donc c'est une Halakha qui est orale. Si c'est une halakha qui est orale, elle est transmise oralement avec tous les détails. Et donc il se peut que HaKadosh Baruch Hu ait dit à Moshe Rabbeinu, le Rof, il a besoin de shrita, halakha le Moshe Misinaï, mais même s'il a des simanim qui sont déboîtés, ce n'est pas grave. Tu peux faire la shrita, même un Rof dont l'un des deux simanim s'est déjà déboîté. Puisque c'est HaKadosh Baruch Hu qui a enseigné oralement. Donc il a peut-être enseigné oralement la mitzvah de shrita de Rof avec les détails de la shrita. Comme quoi, même s'il y a eu Ikur Simanim, ça reste kasher. Va filo le mande amar ke behema, le inyan Ikur, lo lehve ke behema. Et même d'après ceux qui disent que c'est Minatora, mais pas halakha le Moshe Misinaï. C'est Minatora en tant que Hekesh. Il y a un Hekesh. Regardez le Rashi. Il y a un pasouk où il est écrit Zot Torat HaBehema Ve'aof. Donc, puisque la Torah a comparé le Rof à Behema, c'est pour nous dire Rashi, Gamar le Rof mi Behema. On a appris Rof de Behema. Matzinan le Mema, Kevan de Uzkera Shritata Rof Besinai, Deha Hekesha Besinai Neemra. C'est-à-dire, puisque la notion du Hekesh, Hekesh c'est quoi? Comparaison grâce à une juxtaposition. Quand la Torah a juxtaposé deux sujets, c'est pour les comparer. Cela même, le Hekesh, c'est halakha le Moshe Misinaï. C'est-à-dire, nous, on ne se serait pas permis de venir dire « Ah, il y a deux choses qui sont proches l'une de l'autre, alors viens, on va les comparer. » Mais non. C'est Moshe Rabbeinu qui te dit Zot Torah Behema ve'arof. C'est pour comparer le Rof à Behema. Comme Behema a besoin de Shrita, le Rof aussi a besoin de Shrita. Mais puisque c'est halakha le Moshe Misinaï aussi ce Hekesh, eh bien, ça a été aussi enseigné à Moshe Rabbeinu, en lui donnant les détails. Tu compares Rof à Behema pour Shrita, mais tu ne compares pas Rof à Behema pour Ikur Simanim. Et là, mi divrei sofrim, mechag mirela mi behema, kula milta ke behema. Mais si tu me dis que la shrita du Rof, c'est pas du tout Minatora, la shrita du Rof, c'est pas du tout halakha le Moshe Misinaï, ni par Hekesh, ni par Torah orale. C'est qui a dit qu'il faut faire la shrita au Rof? C'est les Chachamim. Et pour quelle raison ils ont dit qu'il faut faire la shrita au Rof? Parce qu'ils ont voulu comparer le Rof à la Behema. Pour pas que les gens un jour se permettent de manger une Behema sans shrita, comme on mange les Rofot sans shrita. Alors, ils ont appliqué au Rof les mêmes dinim que la Behema. Donc si la Behema a besoin de shrita, et que le Ikur Simanim dans la Behema, c'est problématique. Ainsi, à propos du Rof, même si Minatora, on n'a pas besoin de Shrita, mais Midera Banan, on a besoin. Kol de Takun Rabbanan, Keren de Oraita Takun. Les Hachamim, quand ils font des takanot, ils font des takanot exactement semblables et similaires à celles de la Torah. Si la Torah te dit que, pour une Behema, où il faut Shrita,
S'il y a Ikour Simanim, la bête n'est plus cachère, eh bien ce sera idem pour le Rof. S'il y a eu Ikour Simanim, ce ne sera pas cachère, justement parce que les Hachamim, quand ils appliquent une halakha à quelque chose, ils le font exactement comme pour la Torah, comme ce qu'a dit la Torah. Une question. Comment on peut, je comprends pas une chose, comment on peut dire que la shrita de Off n'est pas de la Torah alors qu'on nous indique comment je fais la shrita, c'est avec un seul siman. Donc ça veut dire que la shrita elle existe. Sinon on ne discuterait même pas du seul siman. Ça c'est une très très belle question. Alors je vais vous dire pourquoi votre question elle est belle. Parce que si on dit que la shrita du Off c'est Minatora, Halakha le Moshe Misinaï, votre question n'en est pas une. Pourquoi? Parce que Halakha le Moshe Misinaï, comment il faut faire la shrita? C'est Moshe Rabbeinu qui nous a dit qu'il faut faire la shrita au Rof, c'est lui qui nous a dit comment il faut faire. Un seul siman suffit. Mais votre question est très bonne, d'après celui qui dit que la shrita du Rof c'est que Midera Banan. Oui. Alors si c'est que Midera Banan, maintenant la Gemara vient de dire que si on compare, alors il faut comparer jusqu'au bout. Si tu as comparé le Rof à la Behema par rapport à la Shrita, alors pas seulement de manière générale qu'il faut faire par rapport à tous les détails, même Ikour, on avait dit que il faut être Mahmir dans Rof pour Ikour comme tu es Mahmir pour Behema. Alors dans ce cas-là, votre question revient, qui est très bonne. Alors puisque la Shrita que les Chachamim ont voulu appliquer au Rof doit être semblable à celle de la Behema, donc ils auraient dû exiger 2 simanim. C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Amar Ravina, Amar li Ravin bar Kissi, hadetane Rami bar Yechezkel, en Ikur simanim be'of, lo amara nela bimlika, aval bishrita yesh Ikur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravina veut dire que cette indulgence à l'égard du siman qui s'est déboîté, en disant qu'il n'y a pas de problème du Ikur simanim, du déracinement du siman, c'est uniquement pour un Rof qui est dans le Beth Amikdash. Puisque nous voyons que la Torah n'a pas exigé les halachot que l'on connaît à propos de la Shrita pour la Mlika. Shrita, tu vois qu'il y a 5 halachot. Drasa, Halada, Hagrama, Ikur, Sheia. Mais pour Melika, tu vois que Drasa, c'est pas un problème. Halada, c'est pas un problème. Qu'est-ce que c'est que Drasa? Écrasé. Eh bien, la Melika, c'est écrasé. Halada, c'est quoi? C'est coupé de bas en haut et pas de haut en bas. Eh bien, toute Melika, c'est coupé de bas en haut, puisque tu fais rentrer l'ongle, tu vas rompre d'abord la colonne vertébrale, et ensuite, tu vas couper le siman. Ce qui fait que la Torah, elle a toléré Halada à propos de Melika. Eh bien, à ce titre-là, la Torah aurait toléré même le Ikur simanim, le déboîtement du siman. Ah, bal bishrita yesh Ikur. Par contre, au niveau de Hulin, un Rof que je veux manger, et qu'on a exigé Shrita, eh bien, on a exigé aussi qu'il n'y ait pas de Ikur simanim. S'il y a Ikur simanim, c'est pas bon. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon, ve'amar Birmi amar Shmuel, kol kasher bishrita, kenegdo ba'orev, kasher bimlika, ha pasul, pasul. C'est-à-dire, Shmuel a fait un parallèle entre Melika et Shrita. Qu'est-ce qu'il dit? Tout le tsavar, tout le cou, il est kasher pour la Shrita. Et en face, toute la nuque est kasher pour la Melika. Mashma que ce qui est pasoul au niveau du tsavar serait pasoul aussi au niveau de la Melika. Nahon. Donc, ça veut dire qu'un Rof, dont les simanim ont été ner karim, comme c'est pas kasher pour la Shrita, ce ne serait pas kasher non plus pour la Melika. Donc, ça contredit ce que vient de dire maintenant Rabin Bakissi, qui a dit que un Rof qui a eu Ikur simanim, bien que ce soit kasher pour Shrita, mais ce n'est pas kasher pour la Melika. Le contraire. Bien que ce soit kasher pour la Melika, c'est pas soul pour la Shrita. Mais tu vois que Shmuel a établi un parallèle parfait
entre Melika et Shrita. Alors si c'est Aikour Simanim n'est pas problématique pour la Shrita, n'est pas problématique pour la Melika, pourquoi dis-tu qu'il y a un problème pour la Shrita? Réponse, Hahu Peliga. Hahu Peliga. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, Shmuel n'est pas du tout d'accord avec Rabbi Bar Kissi. Puisque d'après Rabbi Bar Kissi, le Aikour Simanim est toléré pour la Melika, mais n'est pas toléré pour la Shrita, tandis que Shmuel n'établit aucune distinction entre Shrita et Melika, de la même façon que En Aikour Simanim Be'of pour la Melika, En Aikour Simanim Be'of pour la Shrita. Pourquoi s'amuser? Il y a du travail. C'est de la